Viktor Orbán, chef du gouvernement hongrois, figure politique réputée pour sa fermeté et pour sa défense acharnée de l'indépendance nationale dans une Europe souvent accusée de multiplier les compromis, vient d'adresser un message d'une clarté presque brutale. Mais ce message n'est pas destiné au président Emmanuel Macron ni aux responsables installés au sommet de l'État. Non, il vise directement la population française elle-même, chacun d'entre nous, les citoyens ordinaires. Selon lui, une menace grave, rapide et difficile à arrêter s'approche, prête à bouleverser l'équilibre du pays si personne ne réagit à temps. Alors restez attentifs, écoutez chaque phrase avec soin. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement une analyse parmi d'autres. C'est une clé essentielle pour comprendre les tensions et les choix décisifs qui se jouent aujourd'hui. Depuis longtemps déjà, Viktor Orbán martèle la même idée avec une ténacité qui finit par impressionner même ses critiques. Selon lui, la chute d'une civilisation ne vient pas forcément des armées étrangères ni d'une catastrophe économique passagère. Le véritable danger naît souvent de l'intérieur. Une société commence à vaciller lorsque ses habitants oublient leurs racines, quand le fil qui relie passé, tradition et principes fondamentaux se rompt peu à peu. Et au centre de cette histoire européenne se trouve la France. Une nation vieille de siècles, terre des Lumières, symbole longtemps associé à la puissance culturelle et politique du continent. Si ce moteur historique s'arrête, si la France se perd dans ses propres contradictions, alors l'Europe entière risque de s'enfoncer dans la paralysie et l'effacement. Et pour beaucoup, ce scénario ne relève plus de la théorie, il se manifeste déjà dans la capitale, dans les sphères politiques et dans l'esprit de nombreux Français qui ressentent confusément qu'un déséquilibre profond s'installe. Prenez un instant et observez attentivement. À Paris, une femme pasteur, oui, le terme même est souvent présenté comme un symbole de modernité, a célébré une union impliquant 4 hommes lors d'une cérémonie qui ne se contente pas de bousculer la loi, mais aussi certaines idées traditionnelles sur lesquelles repose la société. Et cela ne s'est pas déroulé discrètement, loin des regards. Bien au contraire, l'événement a été exposé publiquement, photographié, filmé et partagé sur Instagram comme s'il s'agissait d'une victoire spectaculaire pour la diversité et la tolérance. L'organisatrice se décrit comme militante féministe, proche des causes queer et engagée contre le racisme. Mais pour ses critiques, cette démarche illustre surtout un remplacement de la foi spirituelle, autrefois perçue comme un lien entre les générations, par une forme d'activisme politique bruyant et très symbolique. L'institution ecclésiastique officielle, de son côté, a refusé d'enregistrer cette cérémonie, estimant qu'elle ne correspond ni au cadre légal, ni aux règles religieuses établies. Pourtant, la pasteure maintient sa position et affirme avec assurance qu'il s'agissait d'un véritable mariage devant Dieu. Pour ses détracteurs, cette attitude donne l'impression que certains voudraient redéfinir eux-mêmes les textes sacrés afin de les adapter à leurs convictions idéologiques. Aux yeux de Viktor Orbán, cet épisode ne relève ni d'une simple curiosité, ni d'une anecdote pittoresque que l'on pourrait ignorer avec un sourire. Pour lui, c'est un signal bien plus sérieux. Un moment charnière où, selon son analyse, certaines limites autrefois considérées comme sacrées commencent à être franchies. Ce qui, pendant des générations, constituait la structure fondamentale de la vie sociale, la famille et l'ordre considérés comme naturels, se transforment progressivement en terrain d'expérimentation idéologique. Dans cette perspective critique, ces expériences ne seraient pas de simples évolutions culturelles, mais des transformations susceptibles d'ébranler les bases mêmes sur lesquelles reposent les sociétés européennes. Lorsqu'une maison perd ses piliers, tout l'édifice finit tôt ou tard par vaciller. Orbán utilise souvent cette image pour décrire ce qu'il perçoit comme un glissement culturel plus large. Selon lui, alors que certaines églises se vident peu à peu, parfois converties en espaces culturels ou en lieux de débat politique, et que certains responsables religieux adoptent un langage militant plutôt qu'un discours spirituel, une autre menace s'esquisserait en parallèle. Une dynamique qu'il affirme observer depuis longtemps. L'émergence d'une radicalisation politique issue de certains courants de la gauche extrême. Dans son interprétation, cette radicalité ne resterait plus confinée aux discours ou aux slogans. Il aurait même mis en garde Marine Le Pen lors d'un échange discret, soulignant que la contestation la plus dure pourrait, selon lui, dépasser la simple confrontation d'idées.
Il évoquait la possibilité d'actions d'intimidation, de pression ou d'affrontement visant des adversaires politiques. Une alerte qu'il présente aujourd'hui comme une prédiction qui se confirmerait progressivement. Pour illustrer cette crainte, certains évoquent l'affaire Machtay, une militante associée à des réseaux d'extrême gauche actuellement jugée à Budapest pour des faits qualifiés de très graves. Les accusations remontent à 2023, lorsque plusieurs personnes auraient été agressées en Hongrie par un groupe d'activistes radicaux. Les victimes n'étaient pas nécessairement des manifestants engagés dans un affrontement politique, mais parfois de simples passants pris pour cible parce qu'ils semblaient appartenir à un camp opposé. Pour les autorités hongroises, ces attaques ressemblaient moins à des protestations qu'à des actions coordonnées, menées comme une traque organisée. À Budapest, les autorités ne cherchent pas de détours linguistiques. Des attaques organisées contre des civils sont qualifiées de terrorisme, point final, et la réponse judiciaire est à la hauteur de cette qualification. Mais de l'autre côté de l'Europe, le récit semble très différent. En France, certaines voix médiatiques et plusieurs responsables écologistes décrivent Maïchté sous un jour presque héroïque, comme une militante passionnée emportée par l'ardeur de la contestation. Pour ses partisans, ce ne serait guère plus qu'un excès d'enthousiasme militant. Orbán affirme reconnaître parfaitement ce moment précis dans l'évolution d'un mouvement radical. Il dit l'avoir observé dans la Hongrie des années 1990, lorsque la période chaotique suivant la chute du communisme menaçait de faire basculer le pays. Selon lui, ce genre de dérive ne mène jamais à un dialogue apaisé, ni à une réconciliation nationale. Elle ouvre plutôt la voie à une spirale de peur, de fractures sociales, et, dans les scénarios les plus sombres, à des affrontements internes où les rues se transforment en terrain de confrontation. Pendant ce temps, affirme ce discours critique, certains militants radicaux circuleraient sans grande inquiétude, bénéficiant, selon leurs adversaires, d'une justice indulgente et d'une couverture médiatique favorable. Parallèlement, des lieux religieux se retrouveraient au cœur de débats politiques houleux. Et au milieu de cette agitation intérieure, le pouvoir parisien serait, selon ses détracteurs, engagé dans un conflit extérieur qui pèse lourdement sur l'avenir européen. La guerre en Ukraine, un conflit présenté comme drainant ressources, énergie et attention politique. Dans la vie quotidienne, beaucoup ressentent surtout les effets économiques. Les factures augmentent. Carburant, électricité, alimentation. Chaque poste essentiel semble grimper. La classe moyenne, souvent décrite comme la colonne vertébrale du pays, se retrouve coincée entre impôts élevés, normes administratives et inflation persistante. Au lieu d'envisager une progression ou un confort accru, nombre de familles ont le sentiment de simplement tenter de maintenir leur niveau de vie. Pour les jeunes générations, l'horizon paraît parfois incertain. Établissements scolaires sous pression, marché du travail instable et une dette publique qui donne l'impression de peser déjà sur l'avenir. Dans cette vision critique, un continent engagé dans une guerre prolongée peine à bâtir un projet solide. L'énergie collective se consume lentement, comme si chaque année érodait un peu plus les perspectives de reconstruction. Et au final, qui supporte réellement le poids de cette situation? Certainement pas, disent certains observateurs, les dirigeants installés dans les résidences officielles, entourés de sécurité et de privilèges. Le sentiment largement exprimé est que la charge retombe surtout sur les citoyens ordinaires. Au final, ce ne sont pas les élites qui paient la facture. Ce sont les gens ordinaires. Toi, ta famille, les voisins du quartier, tous ces Français anonymes qui travaillent dur pendant qu'un système qu'ils ont contribué à bâtir semble aujourd'hui les abandonner. Dans ce contexte, Viktor Orbán élève la voix et lance un appel direct à la mobilisation. Selon lui, lorsqu'un peuple voit disparaître ses lieux de culte, il ne perd pas seulement des édifices de pierre. Il se coupe d'un repère spirituel, d'un sens du sacré qui, pendant des siècles, donnait une direction et une signification à la vie collective. De la même manière, affirme ce discours, lorsqu'une société cesse de protéger la famille, elle ne détruit pas seulement une institution sociale. Elle fragilise le réseau invisible qui relie les générations entre elles et qui transmet les valeurs fondamentales. Et si, en plus, la violence devenait tolérée ou banalisée, tandis que la paix n'est plus défendue avec courage, l'avenir lui-même se trouve compromis. Les générations suivantes hériteraient alors d'un monde instable, marqué par un désordre permanent. Dans cette perspective, la France est appelée à se rappeler ce qu'elle représente réellement. Pas simplement un territoire administratif dessiné sur une carte, mais une civilisation vivante, forgée par son histoire et par des figures emblématiques allant de Jeanne d'Arc jusqu'à Charles de Gaulle,
Une nation qui, selon ses défenseurs, devrait préserver son identité plutôt que de se diluer dans une uniformité culturelle imposée. Et c'est justement au moment où ces inquiétudes s'accumulent que certains dénoncent la construction d'une nouvelle barrière invisible autour du débat public. Pas un mur de béton comme celui qui divisait Berlin autrefois, mais une frontière faite de contrôle numérique, de censure diffuse et de pressions institutionnelles qui, selon ces critiques, réduiraient l'espace pour les voix dissidentes. Le vice-président américain J.D. Vance a d'ailleurs utilisé une image frappante lors d'un discours remarqué aux États-Unis. Selon lui, le symbole du mur de Berlin n'aurait pas totalement disparu. La différence, dit-il, est qu'aujourd'hui, ce seraient les élites politiques elles-mêmes qui assembleraient les briques afin de préserver leur pouvoir et leur influence. Dans ce climat, le Rassemblement national, arrivé autour de 28% des voix et devenu la deuxième force politique du pays avec de nombreux députés, est régulièrement classé à l'extrême droite par les services de renseignement et traité comme un danger potentiel. Ses dirigeants dénoncent une surveillance constante, écoute téléphonique, infiltration de réunions, présence d'informateurs au sein même de l'organisation. Pour leurs partisans, ces pratiques rappellent les méthodes de la Stasi, la police secrète de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui surveillait la population au nom de l'idéologie. Au Quai d'Orsay, siège du ministère français des Affaires étrangères, certains responsables n'hésitent pas à afficher leur assurance devant leurs interlocuteurs américains. Leur message est simple. Cette fois, disent-ils, l'extrémisme sera stoppé avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Une déclaration prononcée avec aplomb, comme si les leçons du passé n'existaient pas. Pour leurs critiques, cette posture sonne comme une ironie de l'histoire, à la fois troublante et amère. C'est précisément ce scénario que Viktor Orban aurait évoqué lors de conversations discrètes avec Marine Le Pen. Selon lui, le processus suit toujours la même logique. D'abord la disqualification médiatique, ensuite les procédures judiciaires contestées, puis éventuellement l'interdiction pure et simple. À ses yeux, certains signes semblent déjà visibles aujourd'hui. Des lois visant les discours en ligne, des enquêtes controversées et des procédures politiques que ses partisans comparent aux périodes les plus tendues de l'histoire européenne. De son côté, le Rassemblement national affirme poursuivre un objectif différent. Le parti se présente comme un projet destiné à rassembler les citoyens autour d'un renouveau national. Ses dirigeants disent vouloir empêcher que la France perde de son identité dans une mondialisation jugée impersonnelle, tout en renforçant la protection des frontières, la transmission culturelle et le rôle de la famille comme base de la société. Dans la vision d'Orban, ce programme ne relève pas de l'extrémisme. Il y voit plutôt une forme de réaction légitime d'un peuple qui refuse de voir disparaître sa souveraineté. Lors d'un échange privé, il aurait même adressé un avertissement direct. Restez prudents, car selon lui, la lutte politique en France peut devenir particulièrement dure lorsque le pouvoir est en jeu. Pendant qu'à Paris, certains responsables politiques décrivent Viktor Orban comme un dirigeant autoritaire et l'érigent en adversaire majeur du projet européen progressiste, la perception est bien différente à Washington. Là-bas, plusieurs acteurs politiques le considèrent comme un partenaire stratégique dans un contexte international incertain. Donald Trump, revenu au pouvoir, aurait d'ailleurs confirmé personnellement cette approche lors de discussions avec le dirigeant hongrois. Lors de rencontres bilatérales, la Hongrie a obtenu la possibilité de poursuivre ses importations d'énergie en provenance de Russie, échappant ainsi aux restrictions qui touchent d'autres pays européens. Pour Trump, la question énergétique dépasse la politique immédiate. Elle constitue, selon lui, la base même du fonctionnement d'une économie, permettant aux industries de produire, aux foyers de se chauffer et aux nations de préserver une certaine autonomie face aux tensions géopolitiques. Pendant que Donald Trump s'emploie, selon ses partisans, à tisser des relations internationales solides et à garantir des approvisionnements énergétiques stables pour ses alliés, Emmanuel Macron adopterait une attitude bien différente envers Budapest. Dans ce récit critique, le président français chercherait plutôt à exercer une pression sévère sur la Hongrie, multipliant les avertissements et tentant de ramener le pays dans le rang européen, un peu comme un professeur impatient rappelant à l'ordre un élève jugé trop indépendant. Dans une interview récemment diffusée sur plusieurs chaînes internationales, Emmanuel Macron aurait d'ailleurs tenu des propos très fermes à l'égard du gouvernement hongrois et de Viktor Orban. Il a évoqué la possibilité d'affrontements politiques plus durs au sein de l'Union européenne et n'a pas exclu l'idée de suspendre certaines aides financières européennes, dont dépend en partie le développement économique du pays.
Selon les autorités françaises, ces pressions seraient justifiées par des préoccupations concernant le respect de l'état de droit en Hongrie. Mais pour les défenseurs de Budapest, cette notion serait devenue un argument politique utilisé pour imposer une ligne idéologique unique. Dans leur interprétation, Macron chercherait à faire adopter à la Hongrie des standards politiques inspirés de Paris, comme si la France pouvait définir seule la direction de l'Europe. C'est précisément ce point que Viktor Orban critique avec une ironie à peine voilée. Comment, demande-t-il, un chef d'État peut-il prétendre expliquer à un autre pays souverain la manière de gouverner ses institutions, d'éduquer ses enfants ou de préserver sa culture nationale? Pour lui, cette attitude reflèterait une certaine prétention française au sein de l'Union européenne. Une influence héritée d'un passé impérial que certains estiment encore très présent. Dans cette lecture politique, les déclarations de Macron ne seraient pas de simples réactions isolées. Elles s'inscriraient plutôt dans une stratégie plus large, coordonnée entre Paris et Bruxelles. Les discours sur la cohésion européenne ou sur la compétitivité économique seraient, selon ses opposants, des formules répétées pour justifier une pression accrue sur les gouvernements qui refusent de s'aligner entièrement sur la vision dominante de l'Union. Selon cette lecture critique, derrière les discours officiels sur la coopération européenne se cacherait une pression bien plus directe. L'objectif implicite serait d'amener des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie, qui refusent de se fondre dans la ligne dominante de Bruxelles, à céder leur autonomie politique. Autrement dit, accepter peu à peu un modèle fédéral imposé, même si cela signifie abandonner une part de leur souveraineté nationale. Dans ce contexte, ce que certains dirigeants appellent une coalition des volontaires est perçu par ses opposants comme une manœuvre stratégique. Pour eux, il s'agirait moins d'une alliance libre que d'un mécanisme destiné à isoler les États qui résistent, à réduire leur influence et, si nécessaire, à utiliser les outils économiques ou juridiques pour les contraindre au silence. C'est précisément à ce point que Viktor Orban intervient comme un obstacle politique majeur. Le dirigeant hongrois s'est construit une réputation de défenseur déterminé de l'indépendance nationale, refusant de céder face aux pressions extérieures. Pour ses partisans, il représente une sorte de rempart face aux forces de la mondialisation qu'il juge déconnectées des racines culturelles. Et c'est aussi pour cette raison que ses relations avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont particulièrement tendues. Dans la vision de ses soutiens, elle verrait en Orban un adversaire direct de son projet d'intégration européenne plus centralisé. Plus récemment, Ursula von der Leyen a pris la parole lors d'une conférence de presse très médiatisée pour appeler la Hongrie à autoriser sans restriction la Pride de Budapest. La déclaration a été interprétée tard par certains comme une tentative d'influence sur les choix sociétaux d'un État souverain. Ces critiques estiment qu'elle intervient ainsi dans des questions internes liées à l'éducation, à la protection de l'enfance et aux valeurs familiales. La présidente de la Commission a affirmé être aux côtés de ceux qui défendent ces droits. Mais cette formule soulève une question chez ses opposants. À côté de qui exactement se tient-elle? Des militants LGBTQ+, ou des familles hongroises attachées à des traditions plus conservatrices? La réponse officielle de Budapest se veut claire. Les décisions concernant la culture nationale, l'éducation et la protection des enfants doivent être prises dans la capitale hongroise et non à Bruxelles ou à Strasbourg. Et puis est arrivée la déclaration qui, selon certains observateurs, a fait frissonner les cercles dirigeants européens. Depuis Budapest, dans un discours particulièrement remarqué, Viktor Orban a lancé une idée explosive. Le futur gouvernement français, idéalement, dit-il, dirigé par le Rassemblement national, devrait réduire le poids politique de la France au sein de l'Union européenne. Son objectif serait de mettre fin à ce qu'il considère comme une influence excessive de Paris sur les autres États. Pour lui, l'avenir passerait par une recomposition complète des forces conservatrices en Europe, une coalition de mouvements patriotiques capables de rebattre les cartes du pouvoir sur le continent. Dans cette vision, l'époque où la capitale française imposerait sa ligne politique aux autres pays européens devrait appartenir au passé. Plus question, selon cette perspective, qu'un centre de pouvoir unique diffuse son modèle idéologique, du sud du continent jusqu'à l'Europe centrale. Officiellement, Viktor Orban continue bien sûr de croiser Emmanuel Macron lors de sommets internationaux ou d'événements diplomatiques majeurs respectant les usages protocolaires.
Mais selon plusieurs observateurs, les discussions stratégiques les plus importantes se dérouleraient ailleurs. Derrière les rideaux des rencontres discrètes, le dirigeant hongrois échangerait surtout avec Marine Le Pen et ses alliés politiques. Les photos, déclarations publiques et réunions répétées entre leurs équipes alimentent régulièrement ce récit, malgré les tentatives de certains de minimiser ces rapprochements. Pour ceux qui défendent cette analyse, il ne s'agit pas de spéculations destinées à faire sensation. Ils affirment qu'il suffit de regarder les faits disponibles pour comprendre la dynamique à l'œuvre. Orban aurait ainsi adressé un message direct aux citoyens français. Un avertissement clair, sans détour, accompagné d'un espoir assumé de voir émerger à Paris un gouvernement dirigé par le RN qu'il considère capable de redonner à la France une influence qu'il juge aujourd'hui affaiblie. Dans sa vision politique, Viktor Orban imagine une Europe composée d'États pleinement souverains. Une Europe qui fonctionnerait selon la volonté de ses peuples, plutôt que sous la contrainte d'institutions centrales. Une Europe diverse, énergique, façonnée par l'identité de chaque nation. Et sur ce point, le premier ministre hongrois parle sans ambiguïté, avec un style direct qui ne laisse guère de place au doute. Selon cette vision, une Union européenne dominée par la capitale française, où les orientations culturelles et économiques seraient décidées à Paris, ne représente en rien la solution pour une période déjà si instable. Ce dont le continent aurait réellement besoin, disent ses partisans, ce serait une alliance de nations sûres d'elles-mêmes, capables de décider librement de leur destin. Pas une Europe dirigée à distance par quelques centres de pouvoir, qu'ils soient installés à Paris ou à Berlin. Dans ce récit politique, Ursula von der Leyen apparaît comme l'une des figures les plus critiquées par Viktor Orban. Issue de la CDU allemande, mais souvent perçue comme proche des libéraux français, elle incarnerait, selon ses opposants, la ligne la plus ferme contre les gouvernements qui défendent une souveraineté nationale forte. Ses détracteurs l'accusent de vouloir imposer certaines orientations sociétales à Budapest, notamment autour des questions LGBTQ+, ce qui, selon eux, entrerait en conflit avec les valeurs plus traditionnelles revendiquées par une partie de la société hongroise. Face à ces pressions, Viktor Orban répond avec fermeté. Dans ses discours, il affirme que la Hongrie doit protéger sa jeunesse et préserver son modèle culturel. Pour ses soutiens, cette attitude fait de lui un dirigeant rare sur la scène européenne. Un responsable politique prêt à s'opposer ouvertement aux institutions bruxelloises lorsqu'il estime que les intérêts nationaux sont menacés. Au cœur du débat, disent ses partisans, se trouve une élite politique qu'ils jugent éloignée des préoccupations quotidiennes des citoyens. Selon eux, certains responsables préfèrent recouvrir leurs échecs de grandes déclarations morales et de slogans sur la diversité ou l'inclusion, alors que ces mots dissimuleraient en réalité une tendance à l'uniformisation des sociétés. Ces critiques posent alors une question fondamentale. Un pays peut-il réellement trouver la stabilité par un contrôle permanent, par une bureaucratie envahissante et par une surveillance accrue? Ou bien la solidité d'une nation repose-t-elle plutôt sur la confiance accordée aux citoyens, sur leur bon sens et sur leur attachement à leur patrie? Et que signifie vraiment la démocratie? Diriger le peuple en lui disant ce qu'il doit penser, ou au contraire, écouter sa volonté exprimée dans les urnes? Si ces analyses vous interpellent, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Activez la cloche pour recevoir les nouvelles publications et laissez votre point de vue dans les commentaires. Vos expériences, vos inquiétudes et vos espoirs pour l'avenir de la France méritent d'être partagés. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Le simple fait d'écouter et de réfléchir est déjà un premier pas vers une prise de conscience. Que la sagesse guide les décisions à venir et que la France continue de trouver sa voie.